D'aussi loin que je me rappelle, la musique a toujours eu une grande place dans ma vie. J'ai tout d'abord été bercé par les disques de ma mère, avant que mon père ne prenne le relais entre mes 7 et mes 9 ans, en m'offrant mon premier lecteur MP3. Il me fallut peu de temps pour comprendre qu'importe le style, la puissance d'une musique se communique. Des milliers de morceaux, une trentaine de styles musicaux, aussi différents les uns des autres. Des génériques d'animés, des morceaux de variété française, des musiques parodiques, des louanges au Christ, mais surtout ma découverte du hip-hop gabonais. Ça me gaille, caille, le long quitte le départ, vas-y t'es mal et vedette dans chaque le... Oh, je crains le venin. Mon petit snake. Oh putain, le connard. Ma mère était choriste. C'était vraiment ça mon premier rapport à la musique. Elle allait faire les chœurs. Et moi, j'étais pas encore née en fait, en vérité, la première fois, quand elle m'a raconté un peu. Donc elle allait faire les chœurs pour Max Massala au studio. Elle nous faisait énormément écouter Akenenge, Annie Flore. Donc on était vraiment on était dans une fusion un peu de musique, quoi. Autant français, parce que nous, au début, on vivait en France avec ma famille. Et après, elle nous faisait écouter tout ça pour pas qu'on oublie d'où on vient. Et après, en grandissant, évidemment, c'est quelque chose qui est resté là. Je pense que tout ce qui est louange et chorale, c'est ce que j'ai entendu en premier. Musicalement, ça a été ma première exposition. Et après, ça va dans le R&B, le hip-hop et la pop. Alors, mon premier rapport à la musique, c'est très intéressant. Ça n'a rien à voir avec le hip-hop du tout. Je pense que mon premier rapport à la musique, c'est d'abord ma mère, qui est très fan de Michael Jackson, et mon frère, qui est très fan de tout ce qui est R&B. Et là, je vous parle des années 90, 92, 93. Et ensuite, mon premier contact réel, c'est quand ma sœur achète un synthétiseur. Et je pense que là, je dois avoir 7-8 ans. Mon premier rapport à la musique a été à travers mon enfance, notamment, si j'ai très bons souvenirs, avec ma tante qui passait beaucoup de musique de Koffi Olomide, beaucoup de musique de Edith Piaf, beaucoup de musique congolaise, de rumba, de Taboulé Rochereau. Il y a plein d'autres artistes. Lestat, Raboun, après, bon, tous les classiques, Patience, Oliver. Mais je pense que Patience, Oliver, ça vient bien après. Ça vient avec la maturité. Mais sinon, au départ, Raboun m'a fait rêver. Waouh, Raboun. J'étais persuadée que ma place était dans cet univers-là, quoi. Il n'y avait aucun calcul, c'était vraiment la passion qui m'animait totalement. Je n'ai jamais vraiment décidé de devenir acteur de la scène gabonaise. Je pense que c'était inhérent de par ma nationalité. Je suis gabonais. Mais je pense qu'à la base, je fais de la musique. Je rencontre un de mes plus vieux amis qui s'appelle Jean-Paul Case. Et on fait de la musique ensemble. On fait notre première mixtape, je me souviens, 2005. Chronique Hardcore, 500 exemplaires à ce moment-là. Si vous connaissez un peu l'histoire de la France, vous allez vous rendre compte que c'est énorme. On est à Lille et on a fait ce score-là. Donc dans ma tête, il n'y a pas forcément le Gabon. Je suis en France, je me vois bien évoluer avec ces gars-là. Et donc pendant les vacances, je me rends au Gabon et je rencontre Eric Benke. Et donc là, une
une nouvelle amitié naît. Je pense que un nouveau feu naît et je me lance. Je me lance avec lui et je produis justement un morceau. Je produis un morceau pour son collectif. Donc 4 minutes d'Eben Family. Donc c'est vraiment, c'était inhérent, ça allait de fil en aiguille, je me suis retrouvé dedans. À côté de où ma mère habite, il y a le studio Mandarin, qui est un très grand studio connu au Gabon. Et par hasard, mon père, qui connaissait le très réputé producteur de musique Jean-Yves Vincent, paix à son âme, et donc j'allais très souvent là-bas, et je connaissais aussi son fils Norton. Et donc ce qui fait que le fait d'aller dans ce studio, qui est un studio très mythique du Gabon, il y avait tous les artistes du Gabon, comme Nicolas Mogo, comme Landry Fouta, le grand Eniga, qui est un très 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 grand artiste. Et donc c'est vraiment en allant, en côtoyant ce studio, que j'ai pu écouter beaucoup plus de musique, connaître et me dire, tiens, donc c'est ça les secrets de la musique qui se passe dans ce studio. Recontextualisons tout ça avec un peu d'histoire. Beaucoup de noms ont été cités, mais qui sont ces gens? En 1960, année de l'indépendance gabonaise, Prince Martin Rompavek commence la musique. Il fait partie des pionniers de la musique gabonaise. À cette même époque, nous assistons 2 ans plus tard à l'ascension du jeune Hilarion Nguema. Des artistes comme Mac Joss, affectueusement appelés le Baobab, lancent leur carrière les années qui vont suivre. L'année 1964 est marquée par les débuts en carrière de l'ex-première dame, mère du président actuel, Patience Dabani. Les années 60 ont accueilli de nombreux artistes gabonais. Celle-ci se solde par l'avènement de Vico Secondo. Au cours de la décennie de 1970 à 1980, l'industrie musicale gabonaise n'a pas accueilli grand monde. Malgré cela, 2 hommes viennent se greffer au groupe des piliers déjà bien en place. Il s'agit là de Pierre Claver Akenenge et de Pierre Claver Zang, qui ont débuté tous les deux en 1974. En 1984, Angèle Assélé commence la musique. Elle qui est la nièce de Patience Dabani. Elle est de cette génération de chanteuses gabonaises qui idéalisent le patrimoine national, mais elle est également séduite par la rumba congolaise, l'afro-zouk et le makossa. Cette même année-là, d'autres artistes viennent jouer leur partition, tels que Jean-Yves Messan et le groupe Mbala. 1990. Le hip-hop traverse les frontières et fait ses premiers pas sur le territoire gabonais. Il est représenté par des figures telles que V2A4, Siapo CX et bien d'autres. En 1992, des groupes tels que Mauvaise Haleine et Arsenal Hip Hop se forment, en ne se doutant pas à ce moment-là de l'impact et du succès qu'ils auront. L'année qui suit, la variété et la musique traditionnelle ne sont pas au top, mais le nouveau visage vient de donner un second souffle à ce genre. Il s'agit là d'Arnold Jude, Amandine et Espérance Ngaba. Après ce second souffle, le public gabonais fait la découverte en 1995 de Lauriane Ekondo, Kaki Disco et le grand Oliver Ngoma. Ce dernier connaît un véritable succès international, surtout au niveau des îles antillaises. En 1996, Landry Fouta et Yves Delbras débutent leur carrière. L'année qui va suivre, c'est au tour d'Annie-Fleur Bacheleli et Serge Eniga de faire leurs premiers pas dans l'industrie gabonaise. La fin des années 90 est soldée par une forte montée du hip-hop, avec la création des groupes tels que Aïeux, Nanette, le groupe Raboun et le groupe Secta. Au début des années 2000, la tectonique fait des ravages dans le monde, et le Gabon n'y échappe pas, avec des groupes tels que DBS. De nouveaux visages viennent encore diversifier plus les genres musicaux au Gabon. Lors de la première décennie, des artistes tels que Nicolas Mogo, Rodzing, Sirokos, Nadège Badou pour ne citer que ceux-là, font déjà une entrée palpitante dans le nouveau siècle. Mais cette décennie sera surtout marquée par Eric Benquet, en 2003, qui, avec son label Eben Entertainment, vient revaloriser les talents de la scène urbaine, tels que Baponga, Koba Building, Lacho et Steve du groupe La Fuente, pour ne citer que ceux-là. Entre 2010 et aujourd'hui, nous avons eu 2 nouvelles générations. Au Gabon, on les appelle la génération intermédiaire et la New G. La génération intermédiaire est une sorte de pont entre l'ancienne et la nouvelle. Des artistes qui sont venus apporter quelque chose de nouveau, mais tout en ne cassant pas trop les codes des anciens. La New G, quant à elle, elle est la Next Gen. Elle est composée d'un grand nombre de jeunes artistes qui se démarquent avec de nouveaux styles musicaux, tels que la trap ndos, le mumble rap et bien d'autres. Il y en a qui reprennent les codes de l'ancienne école en y ajoutant quelques petites touches personnelles. Depuis au moins 2012, il est difficile d'avoir une liste exhaustive, car il y a environ une vingtaine d'artistes qui essaient de se frayer un chemin dans la musique. C'est souvent des sujets très sensibles que de parler de ce qu'il y a avant, après, pendant, tu vois. Et la nouvelle génération, c'est vraiment...
c'est un petit peu bizarre ce que je veux dire, mais il y a toujours une espèce de défi avec l'ancienne. C'est-à-dire, moi, je vais te montrer que moi, je peux faire mieux que toi, alors qu'en fait, sans l'ancienne, la nouvelle ne serait pas là. Personnellement, je pense que l'ancienne génération a beaucoup à apprendre de la nouvelle et la nouvelle a beaucoup à apprendre de l'ancienne génération. La nouvelle génération gabonaise, je trouve qu'elle a incorporé entièrement l'esprit qu'avait BGMFK. Je pense que BGMFK vient sur la scène à un moment où, selon mon opinion, la musicalité était devenue un peu plate, dans le sens où il y avait un seul style qui était prédominant sur les autres. Et c'était, je pense à ce moment-là, c'était l'Ancham. Et donc là, on lance un peu notre mouvement l'Afro Street, comme on l'a appelé. On a essayé de prendre un peu des influences de partout. Et je pense que 5-6 ans plus tard, la scène gabonaise reflète réellement cette idée-là où tu n'es pas forcément attaché à un code et tu peux venir avec ta musique et vraiment exploser. On a, pendant ces 2, 3, 4 dernières années, eu des artistes de tous bords et de tous styles. Et je trouve que c'est ça qui devient intéressant, c'est qu'on commence à avoir un écosystème. Maintenant, il va falloir commencer à le cultiver un peu mieux pour que tous les genres puissent exister et pas qu'on ait un seul genre prédominant comme c'était le cas un peu avant. Donc voilà, moi je pense que la génération d'aujourd'hui est très, très éclectique, c'est très beau. Il y a des artistes de tous bords, rap, R&B, traditionnel, en langue, en français. Il y a même des artistes qui chantent en anglais et ça passe, ils ont une fanbase. La nouvelle génération, je vais pas dire de bêtises, j'écoute la nouvelle génération sans les écouter. Heureusement, il y a ma sœur Léwa qui me fait très souvent écouter, qui m'update, qui me dit tiens, il y a tel XY artiste qui est là. Et donc je les écoute de cette façon, mais c'est rarement où moi-même je m'assois, je me dis tiens, je vais écouter. Pas parce que je veux pas, mais parce que j'ai juste pas de temps, c'est vrai en plus. Donc qu'est-ce que je pense? Il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont pas bons du tout. La chose que je reproche plutôt, c'est le manque de diversité. J'ai l'impression que j'écoute, des fois j'ai l'impression que j'écoute la même chose en termes de direction musicale, en termes de choix même de composition. Rares sont ceux qui m'animent en me disant tiens, même en termes de composition, l'univers est vraiment, 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 vraiment fou. Donc après, bien sûr, il y en a qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais ça aurait été vraiment, vraiment bien de voir combien de fois ils pouvaient se diversifier en se disant tiens, il y a peut-être XY qui est jeune, mais qui fait par exemple de la bossa nova, je dis n'importe quoi, quoi. Mais il n'y a pas ce truc que je retrouve dans la nouvelle génération. Tout le monde se dit tiens, je vais faire du rap, je vais faire de la trap, je veux faire de la drill. C'est bien, mais je pense qu'il faudrait innover quand même pour un pays comme le Gabon et essayer de faire plus de recherches et voilà. Au Gabon, le genre musical, c'est la musique. C'est-à-dire, c'est la musique, quoi. C'est-à-dire, on mélange tout le monde. Moi, je vais venir avec du R&B, c'est la musique, hein. Il va y avoir, je ne sais pas, de l'afrobeat, c'est la musique. Alors, Oliver, moi je prends le risque de dire que tu fais partie de la liste des artistes qui peuvent vivre de leur musique. Donc, alors, lorsque tu reçois tes droits d'auteur, quel est le pourcentage de diffusion au niveau du Gabon? 0. Ah, le rap, on mange ça. Hein? Depuis qu'on rappe ici, on a eu quoi? Vos voitures, vos maisons? Non. Alors, parce qu'on a essayé et on a vu. Je pense que la plus grande difficulté, c'est se faire comprendre. C'est se faire comprendre et pouvoir aller au bout de ses idées et de ses rêves. Moi, mon plus gros blocage, je trouve, c'est vraiment une vraie scène artistique locale. Je pense que c'est ça qui nous empêche un peu à tous d'éclore. Et c'est quelque chose que je scande un peu partout. Je dis à tout le monde, à qui peut l'entendre et mais qui ne veut pas l'entendre non plus, que c'est notre solution. C'est pas, selon moi, c'est pas forcément les droits d'auteur qui vont nous sauver, mais c'est vraiment avoir des exutoires réels. Les droits d'auteur, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est vraiment protection, structure, organisation. Parce que s'il n'y a pas de structure, s'il n'y a pas d'organisation, on fait comment pour que ça soit mis en place? Et derrière ça,
Le contexte de droit d'auteur est très, très complexe chez nous. Très, très complexe. Très complexe. Je pense que dans notre environnement musical et dans notre industrie, il y a encore tellement qu'il y a à construire que les lignes ne sont pas claires. Ma vision des droits d'auteur, c'est un auteur qui arrive à bénéficier de ses œuvres, qui arrive à se dire, tiens, ce que je crée est reconnu, ce que je crée me permet de subvenir à mes besoins, ce que je crée n'est pas en vain, c'est pas juste je crée et je donne à la nature et bye bye. Il y a une vraie reconnaissance derrière, un vrai, comme on dit, un vrai gain de cause de ce que tu fais. En gros, je crois que c'est ça. Donc, quand vous prenez les États-Unis, il y a plusieurs genres d'exutoires, il y a plusieurs genres d'artistes. Il y a des artistes qui font des sons que pour les strip clubs et ils s'en sortent avec les exutoires que représentent les strip clubs. Il y en a qui vont faire de la musique de club, ils vont s'en sortir avec les exutoires que représentent les clubs. Puis il y a des artistes qu'on appelle artistes nationaux, artistes internationaux, donc superstars, etc., qui vont faire un peu de tout et qui vont aller jusqu'au stade. Ici, c'est déjà assez compliqué. On a les showcases et puis on a les concerts organisés. Il faut quelque chose au milieu pour pouvoir permettre aux artistes de pouvoir mieux s'organiser, de pouvoir avoir un vrai plan d'action, se dire ok, je sors un morceau ou je sors un album, je le défends et j'ai l'occasion de me défendre, donc de le jouer à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, et c'est réellement ce qui va créer pour lui une vraie plateforme pour se vendre et pour être visible. Parce que aujourd'hui, au Gabon, j'ai l'impression que c'est un peu on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut être populaire sur Internet pour pouvoir être populaire en réel. Alors que les autres artistes, justement, bénéficient d'un système local assez bien rodé qui leur permet justement l'inverse. De travailler le local pour justement monter au niveau national puis international de manière un peu plus organique. Donc c'est un peu ça que je pense que le plus gros blocage qu'on a ici, c'est vraiment une vraie scène artistique avec plusieurs endroits stratégiques qui nous permettraient de nous défendre facilement en restant à la pointe de ce qui se fait. Parce que aujourd'hui, avec Internet, on peut plus se permettre de faire des concerts totalement en analogique, avec les voix totalement dry, pendant que tu écoutes tu peux assister virtuellement à un concert de ta star préférée et te rendre compte que ça sonne un peu comme au studio, quoi. Donc, ouais, il y a du travail à faire, je pense, plus du côté technique des choses. Et ça va demander de l'investissement, certainement, mais je pense que ça peut être le futur de la musique gabonaise. Nous avons eu l'occasion de changer les choses tellement de fois. Je vais te parler d'un moment parmi tant d'autres. Le président Bongo Père, à cette époque, avait fait un don comme on en fait rarement pour les artistes. 1 milliard de francs CFA. T'imagines ce qu'on pouvait accomplir avec ça? Alors le ministère de la Culture avait jugé bon de nous réunir des représentants de chaque compartiment, écriture, danse, musique traditionnelle, musique urbaine, sculpture, peinture, etc. Pour qu'ensemble nous prenions une décision. Nous étions tous là. Nous avions d'ailleurs eu la présence mémorable de feu Olivier Ngoma, qui m'avait glissé quelques mots en confidence sur son opinion par rapport à cette situation. Tous les grands noms étaient là, inclus Patient Dabani évidemment, ainsi que le ministre lui-même, qui ont eu d'ailleurs une influence énorme sur la prise de décision, sur leur place et leur fonction. Donc aujourd'hui, après plus de 10 ans, nous n'avons toujours pas un lieu culturel à la hauteur d'un Bercy, d'un Zénith ou encore d'un Accor Arena qui nous appartiennent. Aujourd'hui, je te parle de 1 milliard, je suis sûr qu'il y en a qui ne savent même pas que ça s'est passé. L'un des plus gros soucis, c'est qu'il y a une grosse désillusion, ce qui fait que c'est difficile de parler de rêve et de rêver grand. Ouais, et puis l'autre challenge, c'est juste de genre communiquer avec les autres artistes et communiquer avec certaines générations d'avant, booker des shows, etc. Genre le processus est juste difficile, tu vois. Tout prend beaucoup plus de temps que prévu et c'est pas très ouvert parce que y a tellement, pour le moment, il y a tellement encore à construire que tout le monde essaie de protéger ce qu'il pense qu'il a. Ce qui fait que les gens jouent très près du torse, tu vois. Ils sont pas très, c'est pas toujours très ouvert. Et ce qui fait qu'en termes de communication et en termes de création d'un milieu culturel et artistique qui est comme une maison pour tous,
il y a un challenge. Je pense qu'on a des ressources assez limitées, ressources technologiques, ressources humaines aussi. On n'a pas de promoteurs de soirées, de promoteurs d'événements, on n'a pas de salles de spectacle à proprement dit. C'est-à-dire que adéquate d'abord, avec le matos qu'il faut, on va aller se battre pour avoir l'Institut français ou pour avoir... à l'époque, on avait d'autres salles où tu vas te battre pour avoir à Rambo, mais c'est pas des salles faites pour ça. C'est pas des salles faites pour ça. Même la sono adéquate pour avoir un concert, tu vas devoir la louer. Donc ça va engranger des coûts supplémentaires et donc après la rentabilité prend un coup. Tu peux le faire à quelle fréquence? Alors que si on avait déjà des salles qui étaient prêtes pour la musique, je pense que ce serait totalement différent, l'approche serait totalement différente. Parce que la réalité, c'est que par le passé, on a déjà eu cette phase de l'entertainment avec Eben. Eben nous l'a montré, les Eben Shows, c'était des folies. On avait à l'époque Gabon Expo qui était plein à craquer. Je me rappelle des vidéos où il me montrait à chaque fois. Je devenais fou. Donc, c'est pas une culture qu'on n'a pas. C'est pas vrai. On a la culture de la musique, le Gabonais. L'auditeur gabonais a toujours été très mélomane. Donc je ne pense pas que ce soit ça notre limitation, mais je pense que c'est une limitation technique, une limitation professionnelle. Pour moi, il n'y a aucune industrie gabonaise. Aucune. Il y a des gens qui sont là, qui peuvent créer cette industrie, mais qui ne le font pas. Ils ne veulent pas. Ils changent des choses à leur échelle. C'est-à-dire, ils sont entre eux, tout se fait entre eux. Ils ne voient pas tout ce qui peut, tout ce que le mouvement peut apporter au pays. Tout le monde se bagarre. Tout le monde se bagarre pour avoir sa place, même pas avoir sa place, mais impacter et donner quelque chose de qualitatif. Donc, industrie, non. Est-ce qu'il y a un abandon de ta part de voir les choses changer? Non, les choses vont forcément changer, qu'on ne le veuille pas, l'univers est comme ça. Et je pense qu'elle change, d'ailleurs. Si je suis devant toi, c'est qu'elle change, tu vois. Avant, on n'avait pas l'occasion de dire les choses, de dire à quelqu'un, bon, écoute, chez nous, c'est... Voilà, quoi. Moi, je pense que les choses changent. C'est juste que comme nos rêves sont grands, on a envie que ça change grandement. On veut vraiment que les choses vraiment changent de façon à une grosse échelle, tu vois. Parce qu'on se dit, on n'est que 2 millions d'habitants. Dans ces 2 millions d'habitants, 500 000 écoutent l'art urbain. On peut gérer, quoi. On peut emmener les choses à se préciser, à être bien fait, à être très, très structuré. Moi, je suis convaincue que des fois, l'État a l'argent, nous, on a les idées. Vraiment, c'est se concentrer sur chaque secteur avec les gens qui sont habilités à le faire pour que les choses avancent. Vous me redites votre nom? Akendengue. Dites-le-moi doucement comme ça, une petite fois, qu'on se tue. Akendengue. Akendengue? Akendengue. Oui. Vous avez un prénom, peut-être? Oh, pas peut-être, oui, sûrement. Oui. Pierre. Pierre. Oui. Akendengue, Pierre, ça y est. Vous avez quel âge? Oh, bientôt 24 ans. Bien, je vous ai entendu il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, et vous venez de Caen, je crois. Ah non. C'est pas Je venais ça. du Gabon. Vous venez du Gabon? Oui. Samuye meno poeke koke ningo pobe ye Samuye manda poeke koke ningo poe ngonyoni nyango poe ke koke ningo mpono nyoni sago chua sakali golanda bunje yo poe bondolo poe bondolo poe ngonyoni nyango poe ke koke ningo mpono nyoni sago chua sakali golanda bunje Pove Poe norema Poe nitonda
Boy yeke koke ningo, ningo nango na ramengo. Oh, 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 oh. Pave bandalão, pave sukizaye. Pave bandalão, pave sukizaye.